Bienvenue dans cette partie 2, dans laquelle on va continuer à évoquer un certain nombre d'aspects qui prouvent que l'islam que l'on connaît aujourd'hui est bien différent de l'islam des origines. Alors on a déjà parlé de ce qui s'est passé à la suite de la mort du prophète, des conflits entre les compagnons, de l'usurpation du pouvoir par les Omeyyades, et aussi on a évoqué tout ce qui tournait autour de l'instrumentalisation de la religion par le politique et même de la question épineuse du Coran. Et aujourd'hui, on va continuer et on va rentrer tout de suite dans un autre aspect qui est la question des hadiths. Après la standardisation du Coran, il y a une autre phase clé de la construction idéologique de l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est l'utilisation des hadiths comme un instrument politique. Alors si aujourd'hui les hadiths sont considérés comme une source fondamentale de la jurisprudence islamique qu'on appelle fiqh, il est important de rappeler quand même une chose essentielle, c'est qu'ils ont été collectés, triés et diffusés bien après la mort du prophète et qu'un nombre considérable d'entre eux ont été fabriqués pour servir des intérêts politiques. Alors vous avez par exemple l'historien Harald Motzki, spécialiste de la critique historique des hadiths, qui écrit dans The Origin of Islamic Jurisprudence, la fabrication des hadiths a été un phénomène massif, motivé par des besoins théologiques, juridiques et surtout politiques. Avec l'avènement des dynasties omeyyades et abbassides, le pouvoir politique a compris que les hadiths pouvaient être un outil efficace pour justifier l'autorité des califes et condamner leurs opposants. Les omeyyades ont encouragé des hadiths insistant sur l'obéissance inconditionnelle aux dirigeants, comme par exemple le célèbre hadith rapporté par Muslim qui dit « Obéissez à votre dirigeant, même s'il vous fouette le dos et vous vole vos biens ». Les Abbassides, par exemple, eux, ont renversé les Omeyyades en se revendiquant comme descendants du prophète et ils ont favorisé des hadiths mettant en avant la primauté de leur lignée. Le théologien et historien Goldziher explique dans Muslim Studies l'énorme production de hadiths sous les premiers califes était directement liée aux rivalités politiques de l'époque. Chaque faction forgeait ses propres hadiths pour légitimer sa position. Un autre aspect important de cette manipulation est l'utilisation des hadiths pour diaboliser et discréditer les adversaires politiques. Par exemple, les Omeyyades ont fait circuler des hadiths dévalorisant Ali ibn Abi Talib, leur principal opposant. Certains attribuent au prophète des critiques implicites contre Ali. Inversement, les partisans d'Ali ont propagé des hadiths mettant en avant sa supériorité spirituelle et politique. Les Abbassides qui, eux, étaient en lutte contre les Omeyyades, ont fabriqué des hadiths où le prophète aurait prédit l'avènement de leur dynastie comme une bénédiction divine. L'historienne Patricia Crone, dans God's Rule, Government and Islam, explique « Les hadiths étaient l'arme idéologique des luttes de pouvoir. Chaque dynastie forgeait ses propres récits pour renforcer sa légitimité et affaiblir ses ennemis. » Alors l'un des aspects les plus frappants, c'est que la compilation des hadiths ne s'est faite que plusieurs siècles après la mort du prophète. Les premières grandes compilations, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, datent du 9e siècle, soit environ à peu près 200 ans après la mort du prophète. Et les rapporteurs de hadiths étaient souvent inconnus ou sujets à caution. Par exemple, sur des centaines de milliers de hadiths, le recueil de Bukhari ne comporte que 7563 hadiths. Mais si on enlève les répétitions, il n'en compte que 2602. Ce qui signifie que l'écrasante majorité des récits en circulation, ils étaient considérés comme soit douteux ou fabriqués. L'expert en critique historique des hadiths, Jonathan Brown, dans Hadith Muhammad Legacy in the Medieval and Modern World, nous dit « Le processus de transmission orale et de compilation des hadiths était vulnérable aux manipulations. Ce qui a été préservé est le résultat d'un tri humain influencé par les circonstances politiques et doctrinales du temps. L'usage politique des hadiths a eu des conséquences majeures sur la construction de l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le premier point, c'est la sacralisation des dirigeants. L'idée que toute contestation politique était assimilée à une rébellion contre Dieu va faire des ravages. La deuxième des choses, c'est la rigidification du dogme. Il va y avoir l'apparition de concepts comme l'apostasie, ar-rida ou l'excommunication takfir, qui vont être même renforcés par des hadiths. La troisième, c'est l'influence sur le droit musulman. De nombreuses règles du fiqh sont directement tirées de hadiths dont l'authenticité historique est discutable. Le célèbre penseur musulman Fadlur Rahman, dans Islam and Modernity, affirme « L'islam post-prophétique a été façonné par les hadiths bien plus que par le Coran, ce qui a figé la pensée musulmane dans une interprétation juridique
et dogmatique. Alors, la conséquence de la manipulation des hadiths va faire des ravages. L'islam s'est structuré autour de récits fabriqués pour servir le pouvoir, plutôt que d'une interprétation dynamique et contextuelle. Les divergences entre écoles juridiques proviennent en grande partie de différences dans l'acceptation ou le rejet de certains hadiths. Également, les hadiths continuent d'être utilisés aujourd'hui pour justifier des politiques répressives, notamment dans les régimes autoritaires qui instrumentalisent la religion. Un autre aspect qui est extrêmement intéressant à étudier, c'est le conflit entre les Omeyyades et les Abbassides. Après près d'un siècle de règne omeyyade, il va y avoir une opposition qui va se structurer contre leur pouvoir, jugé despotique et élitiste. Cette contestation, elle est menée par les Abbassides, une famille qui revendique une légitimité supérieure en tant que descendant direct de l'oncle du prophète, El-Abbas. Ils vont exploiter le ressentiment des populations non arabes, notamment les Perses et les Mawalis, les convertis musulmans qui sont considérés comme inférieurs sous les Omeyyades. Les Abbassides vont organiser un soulèvement qui va aboutir à la chute du califat omeyyade. L'historien Hugh Kennedy, dans The Early Abbasid Caliphate, nous dit « Les Abbassides ont habilement exploité le ressentiment contre la discrimination ethnique imposée par les Omeyyades pour construire une vaste coalition contre eux. Cette contestation va prendre forme en 747 sous l'impulsion d'Abu Muslim, un chef militaire persan qui mène une révolte en Khorasan. C'est une région qui correspond à l'actuel Iran, Afghanistan. Donc rapidement, les Abbassides prennent le contrôle de vastes territoires et en 750, la bataille du Grand Zab marque la fin des Omeyyades. Marwan II, le dernier calife omeyyade, il est défait et tué durant cette bataille. Donc les Abbassides vont organiser un massacre systémique des membres de la famille omeyyade pour bien sûr éviter toute résurgence de leur pouvoir. Il y a un seul homme qui va échapper à cela, c'est Abd al-Rahman Ier qui va parvenir à s'enfuir et qui va établir un émirat omeyyade en Andalousie en Espagne, en créant le califat de Cordoue. L'historienne Patricia Crone nous dit dans un de ses ouvrages « L'effondrement des Omeyyades ne fut pas seulement une victoire militaire, mais un changement radical dans la structure du califat et de la culture islamique. » Alors, les Abbassides, bien qu'ils revendiquent un retour à un islam plus conforme aux idéaux du prophète, en réalité, ils instaurent un État hyper centralisé et bureaucratique, inspiré des modèles perses sassanides. Parmi les changements majeurs, il va y avoir le déplacement de la capitale. On va passer de Damas à Bagdad. Et Bagdad va être fondée en 762 comme un nouveau centre du pouvoir qui va marquer un éloignement avec l'Arabie. Il va y avoir également l'institutionnalisation du califat. Le califat abbasside va devenir une figure presque divine, entourée par des protocoles extrêmement rigides. Il y a aussi l'intégration des Perses et des non-arabes dans les postes administratifs et militaires, ce qui va marquer par contre là un tournant vers une islamisation plus large et moins tribale. L'orientaliste Bernard Lewis nous dit dans un de ses ouvrages, sous les Abbassides, l'islam s'éloigne de son ancrage arabe pour devenir une civilisation impériale avec une structure de pouvoir complexe. Par contre, malgré leurs promesses de justice, les Abbassides instaurent une répression féroce contre leurs opposants. Ils vont éliminer tous les anciens partisans d'Abu Muslim jugés trop populaires. Il va y avoir une répression aussi des chiites qui espéraient un califat descendant directement d'Ali. Il va y avoir également l'usage de la religion pour légitimer leur pouvoir. Et là, des hadiths sont forgés, comme on l'a déjà vu, pour justifier la supériorité de la lignée abbasside. Un exemple de hadith forgé sous les Abbassides prétend que le prophète aurait dit « Le pouvoir restera au sein de ma famille et mes oncles auront la légitimité ». L'historien Gordon Newby nous dit dans un de ses ouvrages « Les Abbassides ont consolidé leur pouvoir en se présentant comme les garants de l'islam authentique, tout en usant de méthodes despotiques comparables à celles des Omeyyades. » L'arrivée des Abbassides marque quand même une mutation idéologique et géopolitique de l'islam. Premièrement, il y a un chiisme entre Bagdad et Cordoue, puisque l'émirat omeyyade en Espagne devient un centre alternatif du pouvoir. Deuxièmement, l'autorité abbasside se fragilise et des gouverneurs prennent leur indépendance. Troisièmement, sunnites, chiites et autres mouvements se structurent davantage autour d'écoles théologiques rivales. L'orientaliste Franz Rosenthal nous dit dans un de ses ouvrages « Les conflits entre Omeyyades et Abbassides ont modelé l'islam en une mosaïque de pouvoirs concurrents, chacun cherchant à imposer son récit comme étant l'héritage légitime du prophète. » Alors là, il va y avoir des conséquences à long terme. Premièrement, il va y avoir une culture du pouvoir absolu. L'idée que le calife est l'ombre de Dieu sur terre, ça va devenir une norme. La deuxième chose, c'est que l'islam va se fragmenter. La rivalité, par exemple, entre Bagdad et Cordoue, puis entre les Abbassides et les Fatimides,
chiites, ça va nourrir des divisions durables. L'autre aspect, c'est qu'il y a un contrôle accru du religieux par le politique. Les califes, par exemple, abbassides, vont s'appuyer sur les ulama pour légitimer leurs décisions, initiant un contrôle étatique de l'interprétation religieuse. Ainsi, la transition entre Omeyyades et Abbassides n'est pas seulement un changement de dynastie, mais c'est une transformation profonde du rapport entre politique et religion en islam. Alors maintenant, je vous propose de passer à un autre aspect, c'est la question de la philosophie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premiers siècles de l'islam, la philosophie jouait un rôle central, crucial dans la construction de la pensée musulmane. Les musulmans vont être influencés par l'héritage grec, perse et indien. Et les penseurs musulmans, ils vont développer un véritable âge d'or intellectuel, où la raison et la spéculation métaphysique étaient encouragées. Alors les figures sont connues, il y a El-Kindi, El-Farabi, Avicenne, Ibn Rushd, et tous vont intégrer la pensée aristotélicienne et platonicienne dans la réflexion islamique. Et ils vont chercher à concilier raison et révélation. Alors, l'historien Dimitri Goutas nous dit dans un de ses ouvrages, « Le mouvement de traduction des textes grecs en arabe a permis une renaissance intellectuelle unique, donnant naissance à une tradition philosophique et scientifique qui a influencé le monde entier. » Donc l'essor de la pensée philosophique arabe et rationnelle entre le 9e et le 12e siècle, la philosophie islamique va connaître son apogée. Parmi les courants les plus influents dans le domaine, il y a le rationalisme des Mu'tazilites, qui défendait l'idée que la raison humaine pouvait comprendre Dieu et l'univers indépendamment de la tradition religieuse stricte. Il va y avoir l'avicénisme, qui proposait une vision métaphysique du monde fondée sur la distinction entre essence et existence. On va avoir aussi l'avéroïsme, qui affirmait la primauté de la raison sur la foi et influença profondément la pensée médiévale européenne. Mais malgré son essor, la philosophie elle va être progressivement combattue par une frange du pouvoir religieux et politique. Ça va commencer par l'imam al-Ghazali qui va rédiger un ouvrage qui s'intitule « L'incohérence des philosophes ». Et en fait, il va accuser les philosophes d'hérésie, qui va remettre en cause la compatibilité entre raison et révélation. Al-Ghazali affirme « La raison humaine est limitée et ne peut pas atteindre la vérité absolue sans la révélation divine ». Donc ce rejet de la philosophie va s'inscrire dans un contexte bien plus large de rigidification doctrinale, où la théologie et le droit musulman vont prendre le pas sur la libre pensée. L'orientaliste Henri Corbin nous dit dans un de ses ouvrages, la défaite de la philosophie face à la théologie a marqué la fin de la liberté intellectuelle dans le monde islamique. Alors, les conséquences de cela sont énormes. Premièrement, en interdisant ou en marginalisant la philosophie, les élites religieuses vont bloquer l'évolution de la pensée critique. Et on va donc figer la pensée. Le deuxième aspect, c'est que la fermeture des écoles philosophiques conduit à une concentration exclusive sur le droit et la théologie. Et cela va pousser vers un repli dogmatique. Autre point, la disparition progressive de l'approche rationnelle, ça va entraîner un recul dans des domaines comme l'astronomie, la médecine et les mathématiques. Et ce que cela va entraîner, c'est l'affaiblissement de la science et de la recherche scientifique dans la civilisation arabo-musulmane. Alors on peut se poser la question suivante. Pourquoi la philosophie elle a été marginalisée ? Il va y avoir une pression des pouvoirs politiques. Un califat autoritaire ne peut pas tolérer une pensée critique qui va remettre en cause son monopole sur l'interprétation de la vérité. Et bien sûr, il va y avoir aussi une lutte d'influence entre les philosophes et les théologiens, sachant que les philosophes pouvaient aussi être théologiens, mais ils étaient dans la pluridiscipline, alors que les théologiens purs rejetaient les sciences profanes. Donc la montée en puissance des ulama au sens strict va conduire à une sanctuarisation du dogme. Alors aussi, il va y avoir de gros conflits entre l'orthodoxie sunnite et chiite. Et l'idée que la raison puisse primer sur la foi va être perçue comme une menace pour la cohésion religieuse. Vous avez l'historien Georges Makdisi qui nous dit dans un de ses ouvrages « La suppression de la philosophie dans le monde musulman a renforcé la domination des élites théologiques, marquant le début d'une fermeture intellectuelle durable. » Alors que la pensée philosophique était marginalisée dans le monde musulman, l'Europe il va récupérer cet héritage à travers notamment l'avéroïsme latin qui va influencer des penseurs célèbres comme Thomas d'Aquin ou Spinoza. Donc l'Europe médiévale, il va utiliser les travaux des philosophes musulmans pour développer sa propre pensée rationnelle. Et la Renaissance européenne, elle va se nourrir de ces idées, favorisant la science et l'émancipation intellectuelle. Donc on va vraiment assister à une inversion. L'orientaliste Erwin Rosenthal, il va nous dire dans un de ses livres
Alors que l'islam se repliait sur lui-même, l'Europe s'ouvrait à la raison et à la science, menant à un basculement historique des centres du savoir. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences dramatiques du délaissement de la philosophie pour les musulmans. Alors, premièrement, ça va être la cause du déclin de la civilisation musulmane. Le désintérêt pour la philosophie et la science, ça va favoriser une perte d'influence du monde musulman. Il va y avoir également un retard dans la modernisation. Contrairement à l'Europe, par exemple, qui va évoluer vers des sociétés plus ouvertes et progressistes, on va passer vers un islam dogmatique et idéologique. Et du coup, la religion va être réduite à une série de règles et d'interdits qui va finalement pousser la religion à perdre sa richesse intellectuelle et spirituelle. Donc le délaissement de la philosophie, ça a été l'un des tournants majeurs dans l'histoire de l'islam, qui va contribuer à son affaiblissement intellectuel et surtout à sa rigidification doctrinale. Alors, le délaissement de la philosophie va engendrer un autre aspect au niveau de la science dans la civilisation arabo-musulmane qui va être destructeur. C'est le fractionnement des savoirs. Alors, dans les premiers siècles de l'islam, la connaissance, elle était envisagée comme un tout cohérent. Les érudits dont on a parlé, comme Ibn Sina, Avicenne, Al-Farabi ou Ibn Rushd, à savoir Averroès, ou encore même Al-Kindi, ils ne faisaient pas de distinction stricte entre les sciences naturelles, la philosophie, la théologie et même le mysticisme. L'objectif était tout simplement de comprendre le monde dans son ensemble en intégrant toutes les formes de savoir. Par exemple, le philosophe Al-Farabi considérait que la philosophie et la religion devaient coexister et que la recherche du vrai passait autant par la raison que par la foi. L'orientaliste Dimitri Gutas nous dit « La pensée islamique des premiers siècles était caractérisée par une intégration des disciplines scientifiques et philosophiques, une approche qui sera progressivement détruite par la fragmentation du savoir. » À partir du XIIe siècle, une transformation radicale s'opère. Les disciplines commencent à être séparées et enfermées dans des cadres rigides. La science va devenir indépendante de la philosophie et les savants musulmans, qui avaient longtemps mêlé science et métaphysique, à cause de la pression des théologiens, eh bien en fait, ils vont faire une dissociation entre le savoir religieux et le savoir rationnel. Alors, le droit islamique va s'imposer comme le cadre dominant et les sciences rationnelles, qui sont considérées comme trop spéculatives, vont être reléguées au second plan, alors que la jurisprudence islamique va devenir donc et s'imposer comme la norme de référence. Alors un autre aspect, c'est que la théologie dogmatique, elle va supplanter et effacer la pensée libre. Donc il y a des écoles de pensée juridiques et théologiques qui s'enferment dans des débats internes et stériles, où chaque école, par exemple dans le droit hanafite, malikite, shafi'ite, hanbali, va défendre son interprétation comme étant la seule valide. Alors l'historien Georges Makdissi nous dit dans un de ses ouvrages « L'évolution du système éducatif islamique a graduellement réduit l'espace de la pensée critique et rationnelle en imposant une stricte séparation des disciplines. » Le fractionnement du savoir, ça ne concerne pas simplement les sciences, mais aussi la religion elle-même, puisqu'il va y avoir une séparation entre les écoles juridiques et théologiques. Et ils vont entrer dans des conflits incessants. Par exemple, il va y avoir le conflit entre les Ash'arites et les Mu'tazilites, qui vont s'affronter sur la nature de Dieu et du Coran. Là, on est dans les écoles dogmatiques. Mais bien sûr, il va y avoir, ce qui est connu, les différences entre les écoles de jurisprudence. Il va y avoir énormément d'animosité, de haine, de chauvinisme entre les écoles qu'on connaît aujourd'hui, malikites, shafi'ites, hanbalites, hanafites. Il va y avoir aussi les tensions entre les sunnites et les chiites et les kharijites qui vont s'accentuer à cause de divergences doctrinales, mais aussi à cause de conflits politiques masqués, bien sûr, sous des justification théologique. Si vous voulez avoir un exemple frappant de cela, sachez qu'à la Mecque, pendant près de 8 siècles, c'est-à-dire du 10e au 18e, chaque école de jurisprudence priait dans son propre espace, parce qu'ils refusaient de prier derrière un imam d'une autre école. Et ce sectarisme, il a entraîné une rigidification des mentalités et un rejet de toute pensée évolutive. L'orientaliste Goldziher nous dit dans un de ses ouvrages « La diversité initiale de la pensée islamique s'est progressivement transformée en un conflit de chapelle où chaque école s'est enfermée dans son dogmatisme au détriment de la réflexion critique. » Les conséquences de cette fragmentation sont énormes. Premièrement, la fragmentation des savoirs va entraîner un blocage intellectuel. Parce que la spécialisation excessive va empêcher une approche globale des questions, réduisant la pensée islamique à des querelles internes. La deuxième chose, il va y avoir une perte d'innovation et de créativité intellectuelle, puisque l'absence de dialogue entre disciplines a freiné l'évolution des sciences et des idées. Bien sûr, cela va entraîner un sectarisme exacerbé. Et on le sait,
à travers l'histoire de la civilisation arabo-musulmane, les tensions qu'il y a eu par exemple entre les soufis et les juristes. Et les divisions entre écoles vont encourager un rejet de l'altérité et une fermeture au débat. Un autre aspect, c'est le repli identitaire. Parce qu'en coupant l'islam de sa tradition philosophique et scientifique, le savoir musulman s'est progressivement refermé sur lui-même. L'historien Mohamed Harkoun nous dit dans un de ses ouvrages « L'évolution du savoir dans l'islam a suivi un processus de compartimentation et d'exclusion, réduisant l'esprit critique au profit d'un enseignement normatif. » La question s'impose, pourquoi cette fragmentation a-t-elle eu lieu? Premièrement, il y a la pression politique, parce que les califes et les sultans, ils ont favorisé les sciences utiles à leur pouvoir, jurisprudence, et ils vont marginaliser les sciences critiques. Il va bien sûr y avoir l'influence des conservateurs religieux, donc les ulama, ils vont progressivement verrouiller l'accès aux disciplines rationnelles perçues comme un danger pour la foi. Je rappelle par exemple que le célèbre théologien Mohamed Amin al-Shanqiti, lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite, il a voulu enseigner ilmul mantiq, la science de la logique, et on lui a dit que c'était interdit en Arabie Saoudite. Il va y avoir également la domination du fiqh sur la pensée islamique. Donc, au lieu d'être un champ intellectuel ouvert, la connaissance s'est réduite à un ensemble de règles juridiques immuables. Donc là encore, vous pouvez vous l'imaginer, les conséquences de cela à long terme vont être dramatiques. Là, une stagnation intellectuelle, et on peut encore la constater aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est un retard dans les sciences modernes, tandis que l'Europe, qui avait repris l'héritage philosophique musulman, lui, il a amorcé une renaissance et les Lumières, et ça aussi, on peut encore le constater aujourd'hui. Et un islam fragmenté en tendances idéologiques qui se battent encore sur des questions théologiques secondaires. Donc vous pouvez constater aisément que cette question du fractionnement du savoir dans le monde musulman, ça va être l'un des facteurs clés du déclin civilisationnel des musulmans et de leur rigidité idéologique. Alors là, il y a un sujet qui est aussi très important, un autre aspect, c'est l'impact du colonialisme sur les musulmans. Donc vous le savez, à partir du 19e siècle, une partie du monde musulman passe sous domination coloniale. Par exemple, des empires comme la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ils vont imposer leur contrôle sur des territoires autrefois gouvernés par des États islamiques. Par exemple, l'Algérie va être colonisée à partir de 1830 jusqu'en 1962. La Tunisie va être également colonisée comme le Maroc. L'Empire ottoman, il va perdre des territoires au profit des Européens qui vont redessiner les frontières du Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. L'Inde musulmane, par exemple, elle va passer sous contrôle britannique. Et vous avez l'historien Albert Hourani qui nous dit dans un de ses ouvrages « Le colonialisme a brisé les structures politiques et économiques du monde musulman, le forçant à s'adapter à une modernité imposée de l'extérieur. » Donc c'est un véritable choc pour les musulmans. Et l'un des effets majeurs de la colonisation a été la démolition des structures éducatives et politiques islamiques. Par exemple, les écoles religieuses, qu'on appelle al-madrasa, vont être marginalisées ou remplacées par un enseignement laïque inspiré des modèles européens. Le droit islamique, sharia, il va être supprimé au profit des codes civils qui vont être importés d'Europe. Les ulama vont perdre leur influence et ils vont être remplacés par des administrateurs coloniaux. Ces transformations impliquées par la colonisation, ils conduisent à une rupture intellectuelle et spirituelle qui va plonger le monde musulman dans une crise identitaire profonde. Et face à cet impérialisme occidental, il va y avoir deux réactions opposées qui vont émerger. La première, c'est l'adaptation et la modernisation. Il va y avoir des penseurs comme Jamal ad-Din al-Afghani et Mohamed Abdou qui vont prôner un renouveau de l'islam capable de se moderniser sans renier ses valeurs. Et il va y avoir le rejet total et le retour au dogme. D'autres, comme les fondateurs des frères musulmans, ils vont adopter une posture plus rigide, voyant dans la modernité occidentale une menace pour l'identité islamique. L'historien Malek Ben Nabi, dans les conditions de la Renaissance, il nous dit: le colonialisme n'a pas seulement asservi les peuples musulmans, il a aussi détruit leur confiance en eux-mêmes, créant une mentalité de soumission. Rappelons que Malek Ben Nabi est celui qui nous a parlé de colonisabilité. Alors là aussi, les conséquences à long terme sont dramatiques. Il va y avoir une véritable fracture identitaire. Les musulmans, ils vont tergiverser entre l'adoption du modèle occidental ou le rejet total. L'autre aspect, c'est que l'islam va être instrumentalisé. Les pouvoirs post-coloniaux utilisent la religion pour asseoir leur légitimité politique. Il va y avoir bien sûr un retard sur le plan économique et éducatif. Et l'héritage colonial va continuer d'influencer les systèmes éducatifs et politiques actuels. Le colonialisme, il a donc redéfini l'islam, le poussant vers une réaction défensive qui perdure encore aujourd'hui.
Donc ça, c'est un aspect très important, le colonialisme. Mais il y a un autre aspect aussi qui est un peu lié au colonialisme quand on connaît l'histoire, c'est l'influence du wahhabisme et la radicalisation moderne. Le wahhabisme, c'est un mouvement qui est né au XVIIIe siècle en Arabie avec Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il va gagner en influence après s'être éteint au XXe siècle grâce au soutien de l'Arabie saoudite et bien sûr de ses pétrodollars. Donc l'idéologie wahhabite prône un retour à un islam puriste, rejetant toute interprétation philosophique ou mystique. Les écoles juridiques traditionnelles sont contestées au profit d'une lecture littéraliste du Coran et des hadiths. Par exemple, tout ce qui est le malikisme, le hanafisme, le shafi'isme, le hanbalisme est mis de côté. Et c'est donc une nouvelle école qui apparaît. L'Arabie saoudite, fort de ses pétrodollars, va financer des mosquées et des centres islamiques dans le monde entier pour diffuser cette vision rigide de l'islam. Vous avez le célèbre islamologue Gilles Kepel qui nous dit « Le wahhabisme a imposé une lecture rigoriste de l'islam, écartant des siècles de traditions intellectuelles et spirituelles. » Rappelons aussi que l'Arabie saoudite va faire la promotion de ses savants à travers les chaînes satellitaires et donc ils vont influencer le monde musulman dans sa globalité. Il va y avoir donc la montée du wahhabisme et plusieurs mouvements islamistes radicaux vont émerger suite à cela. Il va y avoir notamment les frères musulmans en Égypte qui vont prôner un islam politique et qui vont avoir une proximité avec le wahhabisme. Ensuite, vous allez avoir Al-Qaïda et Daesh qui va justifier la violence au nom d'une lecture extrémiste du Coran et qui va se réclamer étant les véritables héritiers de la pensée de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et bien sûr, vous avez des gouvernements autoritaires qui vont utiliser l'islam pour contrôler la population et écraser l'opposition. L'historien Olivier Roy, dans l'échec de l'islam politique, il nous dit « L'islamisme contemporain est moins une continuité du passé qu'une rupture, une réaction aux défis modernes et au vide laissé par l'effondrement des idéologies séculières. » Alors là aussi, les conséquences sont dramatiques. Premièrement, il va y avoir une image de l'islam qui va être déformée par les médias et la montée du terrorisme. Il va y avoir aussi un rejet de l'intellectualisme islamique au profit du littéralisme. Il va y avoir aussi une fragmentation encore plus grande du monde musulman. Alors, comme vous l'avez vu, si vous avez regardé la première partie et aussi cette deuxième partie, l'islam d'aujourd'hui, en réalité, il est le produit de siècles de transformation influencés par la politique, l'idéologie et des dynamiques sociales. Et comprendre ces influences est essentiel pour retrouver une spiritualité éclairée, réfléchie et adaptée à notre époque. La solution pour les musulmans aujourd'hui, ce n'est pas d'imiter l'Occident et ce n'est pas non plus de rejeter toute la culture, notre culture, tout le patrimoine. Non. La solution pour les musulmans d'aujourd'hui, c'est d'être capable de faire deux choses. La première, de mener une relecture critique de notre histoire et de reconstruire une spiritualité éclairée en prenant en compte les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Sachez que le débat il peut continuer dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo profitable, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à cette chaîne.